Voilà, parfait. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis d'abord tout à fait ravi de vous accueillir dans ces nouveaux locaux du MEDEF. Certains les connaissent déjà pour avoir participé à des réunions. 2021, un MEDEF transformé, modernisé et surtout beaucoup plus proche, en centre-ville. Donc ça satisfait à la fois les gens de l'Ouest et à la fois de l'Est qu'on avait un peu perdu quand on était à la Mare. Et on voit effectivement le nombre de passages augmenter depuis le 1er janvier que nous sommes réellement installés ici. Donc une commission mixte sociale et fiscale aujourd'hui, à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Je suis très heureux d'accueillir nos intervenants de ce matin, qui sont donc les grands experts de ce sujet. Ouais. Un certain nombre de nouveautés donc, dans cette loi de finances 2021 et puis la loi de sécurité sociale. Pardon, je perds mes mots. Voilà, le diaporama, il va démarrer. Donc, merci à tous d'être présents. Merci surtout à nos intervenants. Merci de vous être mobilisés pour délivrer aujourd'hui une information décodée de qualité en fait, à nos adhérents. C'est important dans cette période de crise sanitaire avec une crise économique sous-jacente, de manière à ce que vous puissiez disposer d'éléments pour prendre les bonnes décisions de vos investissements, en particulier de 2021. Je vais devoir vous quitter, moi, sur cette réunion pour rejoindre notre réunion, puisqu'on va parler du sport bientôt. Donc, je vous souhaite une excellente réunion et en espérant que vous serez satisfait surtout et que vous aurez tous les éléments de vos décisions, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas qui démarre ensuite parmi les experts. C'est Madame Latuelle. Comme vous le sentez. Ok. C'est la bouteille. Peut-être qu'il doit... Oui. Ouais, la bouteille devant, ça va pas. Surtout, c'est des représentants d'Australie. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous d'être présents. Donc, Céline Nativel, cabinet BDO Réunion. Donc, je vais vous présenter la loi de finances de sécurité sociale 2021 et notamment tout ce qui concerne l'actualité de la paye et l'actualité sociale. Donc, il n'y a pas véritablement de grands changements cette année. Au niveau de la sécurité sociale, on a juste le SMIC qui a été augmenté puisqu'il passe à 10,25. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Et à Mayotte, il passe à 7,74. Le plafond de la sécurité sociale a pour la première fois été maintenu au même niveau que 2020, donc 3 428. Au niveau des exonérations, donc qu'il s'agisse de la réduction générale ex-réduction Fillon ou la LODEOM, il y a juste un petit paramètre qui change dans la formule, puisque le taux d'accident de travail à prendre en compte est de 0,70 et non plus 0,69. Donc, on passe à des coefficients qui ont augmenté de 0,001 points. Donc, c'est autrement dit pas grand-chose. Pour la LODEOM, donc c'est identique. Par contre, pour la LODEOM en compétitivité renforcée, la loi de sécurité sociale rajoute une nouvelle activité qui est la production audiovisuelle, qui devient désormais éligible à cette exonération. Dans les autres mesures, nous avons les frais de mobilité durable. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de prendre en charge 50% des frais de déplacement de transport en commun de vos salariés ou 200 € par an pour les trajets domicile-lieu de travail. Depuis l'année dernière, ils ont instauré une participation à l'employeur pour les véhicules propres, donc véhicules électriques, hybrides ou hydrogène. Donc, l'aide, la participation de l'employeur pouvait être de 400 € et dans le but d'inciter toujours le développement de ce type de véhicule. Donc, vous pouvez verser jusqu'à 500 € par an, exonérés de toute charge pour vos salariés. En modification de barème, bon, c'est un peu les mêmes que d'habitude, hein, les taux de prélèvement à la source, les saisies sur salaire et les avantages en nature principalement.
qui ont évolué. En revanche, la limite d'exonération des titres restaurants, qui devait diminuer, finalement reste à 5,55 pour la part patronale exonérée. Donc voilà, au niveau de la paye, les seules modifications apportées par la loi de finances de sécurité sociale. Au niveau de l'actualité sociale à proprement parler, donc au niveau de l'activité partielle qui demeure, ils ont été étendus les secteurs d'activité en fonction de la crise Covid. Donc sur le secteur particulièrement touché qui ont dû fermer parce qu'ils accueillaient du public. Donc ils ont rajouté certains secteurs comme la prestation, location de chapiteaux, tentes, structures, etc. Également la location de courte durée de véhicules et de voitures automobiles légers. Pour les secteurs qui sont liés au secteur 1, donc, qui sont donc dans les plus touchés, également, ils ont rajouté des secteurs d'activité comme le commerce de détail de la viande, les travaux d'installation électrique dans tous locaux, le commerce de détail de fleurs, donc les fleuristes en l'occurrence, les activités des agences de publicité, etc. Donc là, vous en avez la liste complète. Il y a également dans les secteurs 2 des secteurs qui nécessitent une attestation d'un expert comptable. Donc, c'est notamment tous ceux, enfin les entreprises, quelles qu'elles soient, qui réalisent au moins de 50% de leur chiffre d'affaires avec des services liés aux foires, à l'organisation d'événements privés, publics, de salons, de séminaires et de congrès. Donc, tout ce qui est lié à la vie publique. L'activité partielle, donc prolongation des mesures dérogatoires à l'instar du mois de décembre. Donc, c'était jusqu'au 31 janvier. Là, il y a un premier décret qui est paru qui prolonge jusqu'au 28 février. Donc, je n'ai pas corrigé en dessous, mais tout va en découler. Il y a de fortes chances, étant donné la situation actuelle, que ce sera encore prolongé d'un mois. Alors, c'est vrai qu'il prolongerait un peu plus au lieu de prolonger mois par mois et 3 jours avant la fin du mois, ça serait mieux. Mais donc là, en l'occurrence, c'est toujours une prise en charge d'allocation chômage à 70% pour le salarié et 60% pour l'employeur. Donc, avec le nouveau SMIC, l'allocation chômage étant un minimum de 8,11 € de l'heure. Ça, c'est pour les secteurs dans le cas général. Pour les secteurs protégés, c'est 70% pris en charge pour le salarié et 70% de remboursement pour l'employeur. Donc là encore, ça devrait être prorogé d'autant. Donc les nouvelles mesures qui visaient à abaisser notamment la prise en charge de l'employeur à 36%, va vraisemblablement être encore reporté au-delà du 1er mars. Tout ça toujours sur la base de 35 heures, effectivement. Sauf pour les secteurs comme la restauration, qui sont amenés à avoir des durées structurellement, habituellement, du moins supérieures. Les congés payés, j'ai un problème de slide. Ah, j'ai un slide qui a sauté. Alors, attendez, excuse. Donc, je vais vous le faire essentiellement à l'oral. Donc, il a été instauré une aide exceptionnelle accordée aux entreprises qui accueillent du public et qui ont dû fermer. Et donc, cette aide, les conditions pour l'obtenir, c'est d'avoir été fermé au moins 140 jours au cours de l'année 2020, d'avoir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 90% lors des 2 confinements et que les salariés aient pris des congés entre le 1er et le 31 janvier. Donc, la prolongation de cette aide va pour les congés finalement jusqu'au 7 mars. Et l'aide correspondra à 70% de l'indemnité de congés payés que l'employeur va accorder à ses salariés.
Donc ici, effectivement, La Réunion, ça ne nous concerne pas, puisque, à part peut-être si les boîtes de nuit, essentiellement, qui sont toujours fermées et qui, elles, ont bien eu les 140 jours de fermeture. Pour les... Et a priori, elle sera payée en même, comme le chômage partiel. C'est par le même service que le chômage partiel. Après dernière nouvelle. Concernant les arrêts maladie, là aussi, peu de changements. Il y a toujours des prises en charge, les délais de carence sont toujours suspendus et toujours l'obligation pour l'employeur de maintenir le salaire dans ces cas particuliers. Ça ne fonctionne plus. Décidément. Là aussi, il y a eu un petit couac sur les slides, visiblement. Donc, pour les travailleurs handicapés, nouveauté en 2021. Donc, depuis l'année dernière, donc, on doit déclarer en DSN les travailleurs handicapés, les identifier comme tels. Cette année, la DSN va continuer dans ce sens-là. Donc, vous allez avoir un retour d'ici, normalement, le 31 mars, via le compte-rendu métier des DSN. Vous allez avoir le montant, l'effectif handicapé sur lequel vous êtes redevable et le montant à payer. Donc, ce montant sera à déclarer et à payer par la DSN des salaires du mois de mai, donc au mois de juin, au lieu du 28 février, comme d'habitude. Donc là, vous aurez un décalage de 3 mois pour pouvoir payer votre déclaration handicapée. Il faut savoir également qu'à partir du 1er janvier 2021, tout litige lié au paiement, tout contentieux lié à la DGFiP sera maintenant géré par la CGSS. Donc, si vous avez des soucis pour le paiement, il faudra s'en référer maintenant à la CGSS qui va tout reprendre. Décidément, il y a un gros souci sur les slides. Je suis désolée, ce n'est pas les slides prévus, mais bon. Dernière nouveauté que j'ai mis dans divers, donc le congé paternité à partir du 1er juillet 2021, qui passera de 11 à 25 jours, au-delà des 3 jours déjà accordés à la naissance, donc 28 jours d'absence pour les pères. Également, donc ce n'est pas les tickets restaurants dont je voulais parler, mais c'était l'exceptionnel à l'embauche des jeunes, donc des moins de 26 ans et des emplois francs, où l'aide s'arrête pour les contrats conclus jusqu'au 31 janvier. Il y a un décret en cours de parution, un projet de décret du moins, qui prolongerait cette aide pour les embauches faites jusqu'au 31 mars. Donc voilà pour les nouveautés quelque peu pas très vivantes de la loi de finances de sécurité sociale 2021. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Jour, ça a tout changé. Voilà, pas de grandes modifications. Tout est figé, je pense, du fait de la situation sanitaire.
Bien, merci Céline. Donc nous poursuivons avec la présentation de la loi de finances qu'on co-animera donc avec Pierre-Alain Frécot et moi-même. L'année fiscale 2020 a été assez particulière puisqu'on a eu une batterie de mesures de soutien qui ont été annoncées aux entreprises et ces différentes lois de finances rectificatives en 2020 n'ont fait qu'acter en fait une dégradation de plus en plus forte du déficit public de la France. L'année 2021 devrait, selon les annonces du gouvernement, et ce qu'on peut lire en fait du dossier de présentation du projet de loi de finances pour 2021, donc cette année devait être une année de relance. Alors, comment se traduit ce projet de relance dans la loi de finances? On va dire de deux manières distinctes. D'une part, on retrouve dans cette loi de finances des mesures qualifiées par le gouvernement de mesures fortes, et Pierre-Alain nous dira notamment quelques mots sur les mesures qui vont concerner les impôts de production, avec des baisses sensibles, notamment des impositions relatives à la CFE et la CVAE. On aura également quelques mesures en matière d'impôt sur les sociétés qui pourraient être intéressantes, notamment pour les sociétés qui sont en difficulté et qui veulent, par exemple, reconstituer leurs fonds propres, et également quelques mesures en matière de TVA. Parallèlement à ces mesures fortes, on a dans cette loi de finances toute une batterie de mesures extrêmement techniques qu'on vous présentera, mais on va dire sans vraiment rentrer dans les détails, puisqu'à chaque fois, ces mesures sont assorties quand même de conditions assez complexes qu'il convient donc à chaque fois d'examiner au cas par cas. Dernière thématique que nous traiterons aujourd'hui, les mesures spécifiques aux Outre-mer, avec notamment une mesure qui était attendue par les organismes en fait, qui financent les entreprises par le biais notamment des FIP Outre-mer. On vous parlera en fait de l'assouplissement des conditions d'investissement des FIP, dont à mon sens on peut quand même attendre beaucoup pour le développement des entreprises d'outre-mer et particulièrement à la Réunion. J'indiquais donc que 2021 devrait être un budget vers la relance. Quelques chiffres qui est toujours intéressant d'avoir à l'esprit. Rebond de la croissance de 8% qui était prévu pour 2021. Alors, je ne suis pas tout à fait persuadé, vu l'évolution sanitaire, qu'on reste sur ces 8%. Bon, c'est en tout cas sur cette base que le budget avait été établi. Un déficit public qui reste encore extrêmement élevé, puisqu'on a un déficit public attendu de 6,7%. Une dette qui, l'an dernier, a franchi le cap fatidique des 100%, qui est attendu à 116,2%. Un montant global du plan de relance de 100 milliards d'euros et c'est quand même intéressant à le noter, une baisse globale des recettes fiscales de 46,2 millions d'euros par rapport aux prévisions de l'an dernier. Ce qu'il est aussi important de noter, c'est que tout au long de cette année 2020, le gouvernement n'a pas changé apparemment le cap d'une stabilité de la fiscalité en termes de prélèvement. Autrement dit, même si le déficit augmente, les annonces qui ont été faites, que ce soit notamment par Bruno Le Maire, vont toutes dans le même sens, à savoir qu'il ne serait pas prévu d'augmenter le poids de la fiscalité. Et d'ailleurs, on en a une première traduction dans ce PLF 2021 en matière d'impôt sur les sociétés. Vous vous souvenez qu'il y avait une trajectoire de baisse qui avait été programmée il y a 2 ou 3 ans, visant à faire progressivement passer le taux d'impôt sur les sociétés standard de 33,1 à 25%. Et effectivement, ce cap est maintenu puisque sur l'exercice 2021, on aura un taux d'IS ramené à 26,5 et en 2022, ce taux devrait baisser à 25%. Avec également, de manière un petit peu plus anecdotique, mais c'est quand même assez révélateur de l'état d'esprit du gouvernement, également le maintien du projet de la suppression progressive de la taxe d'habitation. Première mesure, bloc de mesures fortes que j'annonçais, des mesures qui ont trait à la fiscalité locale. Et je passe la parole à Pierre-Alain qui vous présentera de manière un petit peu plus détaillée ces différentes mesures touchant donc les impôts locaux. Merci. Merci David. Donc effectivement, les impôts de production, donc on parle de fiscalité locale, après on reviendra sur la fiscalité nationale. Donc les impôts de production, donc c'est la CVAE, la CFE, comme vous connaissez bien, qui sont regroupés sous le terme de CET, contribution des entreprises
entreprise, j'ai perdu, territoriale, voilà, territoriale. Donc la CVAE, c'est sur la valeur ajoutée, et la CFE, donc tout ce qui concerne contribution foncière et impôt foncier en général. Donc trois mesures ont été prises. En matière de CVAE, c'est une réduction de 50% des taux d'impôt. J'appuie sur le mot taux parce que en fait, les bases restent les mêmes que ce qu'on avait avant, et notamment pour les gens qui bénéficient de la LODEOM, qui ont des abattements de 300 ou 500 000 euros sur leur base, c'est quand même pris en compte, et donc ça veut dire que c'est vraiment une division par deux normalement de la cotisation CVAE, bien entendu à valeur ajoutée égale, pour ces entreprises-là. Donc forcément, donc le taux divisé par deux, c'est assez simple. Au lieu de 0,5, c'est 0,25. Au lieu de 1,40, c'est 0,7. Voilà. Donc, et 1,50, 0,75 au lieu de 1,50 pour les grandes entreprises, enfin les entreprises qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, je vous épargne les espaces de chiffre d'affaires, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment une division par deux de la CVAE. En matière de CFE, alors les mesures ne concernent que les établissements industriels, donc notamment pas les commerces. Et en fait, le gouvernement a souhaité, alors c'est toujours aussi dans le cadre d'une volonté de relocalisation des activités industrielles en France, le gouvernement a souhaité donc rendre plus attractive l'implantation en France, et donc en divisant notamment les taxations des impôts en matière foncière des établissements industriels par deux. Donc au lieu on avait un taux de prix, pour calculer la taxe foncière ou la CFE, on prend le prix de revient normalement du local et on multiplie par 8%. Là, on multiplie par 4%, donc c'est bien divisé par 2. Et par contre, après, tout ce qui est abattement, ça, il n'y a pas de changement là-dessus. Voilà, donc on va passer au suivant. Et alors, corrélativement, les taux de plafonnement pour que la mesure prenne toute sa mesure, la mesure soit totalement utilisable, c'est que le taux de plafonnement utilisé est ramené de 3 à 2%. Ça, c'est une mesure technique, on va dire, qui permet donc d'avoir la pleine mesure de ces réductions d'impôts de production. Ensuite, après, il y a d'autres annonces qui ont été faites, mais bon, pour l'instant, on est encore un peu dans l'expectative. C'est en cas de création et d'extension d'établissements. Là, on aura normalement une mesure une plus grande durée d'exonération pendant les premières années de création. Voilà, donc c'est pendant 3 ans au lieu d'1 an. Simplement, il faut une décision de la collectivité qui prenne cette décision. Enfin, on passe. Et, il y a des exonérations par secteur d'activité aussi. Oui. Oui, je ne les ai pas en tête. Alors, un point aussi important, outre en fait les mesures prévues par la loi de finances pour 2021 en matière d'impôt de production, on peut être amené en 2021 à utiliser certains dispositifs déjà existants qui visent notamment les cas de réduction d'activité. Et avec la crise Covid qu'on a vécue en 2020, ces mesures vont prendre tout leur intérêt. Première mesure, voilà, la possibilité d'obtenir un dégrèvement de taxes foncières. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, pour en cas d'inexploitation d'un local, d'un immeuble industriel ou commercial, voilà, vous aurez la possibilité d'obtenir effectivement un dégrèvement, ou en cas pour les locaux d'habitation, vous aurez également la possibilité d'obtenir un dégrèvement de taxes foncières si vraiment vous êtes
si le local est vraiment vacant et il est destiné, bien entendu, à l'usage d'habitation. Alors, un point important sur cette mesure, notamment s'agissant des immeubles industriels ou commerciaux, cette possibilité en fait d'obtenir un dégrèvement pour vacances ne vise que les immeubles détenus, exploités par le propriétaire. Alors ça, c'est un point vraiment important. Donc, ça visera typiquement le cas d'une société qui détient elle-même son immeuble de production ou alors des locaux commerciaux et qui peut démontrer effectivement que cette vacance a été indépendante de sa volonté. Il faudra, à mon sens, quand même attendre un petit peu les commentaires de l'administration sur l'application de ces mesures, parce que sur notamment la notion d'indépendante de la volonté, on sait qu'à La Réunion, on a eu un traitement qui était quand même bien différent du traitement de la métropole. Donc, sur ce genre de mesures, il faudra quand même être assez prudent. Autre mesure, Pierre-Alain, en matière de CFE? Oui, donc effectivement, quand les entreprises ont été contraintes de réduire, enfin, on réduit leur surface d'exploitation en raison de la crise Covid, sans pour autant fermer leur établissement, elles pourraient obtenir un dégrèvement pour réduction d'activité. Alors, pour l'instant, on est encore un peu dans l'expectative parce qu'on attend quand même quelques précisions. Et de la même manière, si on prend le slide suivant, la TASCOM, c'est dans la même veine. Vous savez que la TASCOM, c'est la taxe pour les surfaces commerciales. Normalement, on devrait pouvoir obtenir une réduction pour les jours de fermeture administrative, notamment pendant la période de confinement de la TASCOM. Une réduction de la TASCOM pour les jours de fermeture. À savoir que normalement, la TASCOM, c'est sur une base d'exploitation sur une année complète. Comme là, on n'a eu que 2 mois, on a eu 2 mois pratiquement fermés. Ça se faudrait réduire donc d'une 60aine de jours. Donc, la base, faire une règle de 3, disons, pour calculer la base de TASCOM. Alors, ces possibilités en fait d'obtenir une réduction de la base imposable, elles existaient déjà, notamment lorsque, pour des travaux exceptionnels, vous décidez de fermer votre surface commerciale pendant 1 mois ou 2. Effectivement, lorsqu'on calcule le montant de la TASCOM, s'agissant de l'assiette, on va vous réduire au prorata temporis le montant de l'assiette à hauteur des mois pendant lesquels votre surface commerciale n'a pas été ouverte. Et cette mesure, donc, qui existe déjà dans le Code général des impôts, on pourra la transposer normalement par rapport à la crise qu'on a vécue l'an dernier. Et donc, la TASCOM est une réduction volontaire en fait, c'est au moment où on fait le calcul. Vous faites la déclaration, donc ça c'est payable, je vous rappelle, au 15 juin, donc ça sera 15 juin 2021. Il faudra penser peut-être à réduire, si le cas échéant, bien entendu, votre calcul, la base de TASCOM. Ok, on passe maintenant en fait aux mesures de soutien aux entreprises en matière d'impôt sur les sociétés, avec 3 mesures principales. Une première mesure qui a trait à la possibilité pour les entreprises d'abandonner sous certaines conditions des loyers au profit donc de leurs locataires. Deuxième mesure, la possibilité de procéder à une réévaluation libre des actifs de son bilan. Et troisième mesure, la possibilité d'étaler les plus-values de cession d'immeubles d'opérations les sale and leaseback. Autrement dit, l'entreprise vend lors de la 8-2009 et qui est remise au bout du jour par le gouvernement dans le cadre de la crise Covid. Première mesure, l'abandon de loyer. Je vous rappellerai qu'en l'an dernier, dans le cadre de la il y a eu une mesure qui avait été prise qui permettait en de renoncer à la perception de loyer ou d'abandonner des créances qui ont été des entreprises locataires touchées par la crise. Et ce qui était intéressant, on va dire, du point de vue du bailleur, c'est que s'il consentait un abandon de loyer, il n'avait pas démontré le caractère normal de cet abandon. Je rappelle effectivement que dans des relations commerciales normales, lorsque
soit fiscale, déductible, imposable, il y a certains extrêmes qui permettaient de refuser que l'on est touché par la crise. Qui avait été temps et qui de 31 avec toutefois une restriction, le gouvernement voulait qu'il y ait des effets d'aubaine lorsque typiquement le bailleur locataire pendant donc une mère avec des filiales, ou alors lorsque le bien est par exemple par le de l'entreprise locataire. Le gouvernement avait annoncé que cette mesure visant des abandons de loyer serait convertie en un dispositif beaucoup plus intéressant qui aurait été un crédit d'impôt correspondant au montant du loyer non perçu. Et ce qui avait été prévu, le projet de dépôt du loi de finances, les loyers par ce crédit et tous les loyers pendant la période de confinement. À l'issue des débats parlementaires, malheureusement, ce crédit d'impôt ne peut plus être obtenu qu'au titre en fait de l'abandon du loyer perçu au mois de novembre 2020. Légère précision, la mesure d'abandon de loyer, de déductibilité de l'abandon de loyer qui devait s'achever au 31 décembre 2020 jusqu'au 30. On fait un chronologique de loyer du mois de novembre 2020, vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt. Première mesure. Deuxièmement, on vous dit que les loyers qui sont abandonnés sur la période d'avril 2020 juin 2020 on a bon, il n'y a pas de sujet particulier. En revanche, condition pour les entreprises locataires, pardon, la technologie est je peux juste vérifier. Désolé pour l'écran tactile. Parfait, merci Alexandre. Donc, conditions pour bénéficier en fait de ces mesures. Les entreprises doivent exercer leur activité principale dans un des secteurs visés à la. Ce décret, en fait, précisait la liste des entreprises qui étaient considérées comme affectées par le confinement, l'hôtellerie étant un des cas visés. Autre condition, il ne faut pas que l'entreprise locataire soit en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du droit communautaire. Alors, la notion d'entreprise en difficulté, elle est définie dans le règlement communautaire, le RGEC de 2004. Et on vous dit notamment qu'une entreprise, par exemple, qui aurait des soucis au niveau de ses fonds propres, serait considérée comme étant en difficulté. Donc là encore, avant de vouloir se prévaloir de cette mesure de déductibilité des abandons de loyer, bien vérifier quelle est la situation de votre locataire. S'agissant du crédit d'impôt, j'indiquais donc qu'il ne vise que le loyer du mois de novembre 2020 qui serait abandonné, sachant que ce loyer de 2020, vous pouvez l'abandonner jusqu'à la fin de l'année 2021. Son montant est déterminé par la formule suivante, c'est tout simplement 50% de la somme totale des abandons ou de la renonciation des loyers avec des plafonds. Alors, ces plafonds, je passe rapidement dessus puisqu'ils ne s'appliquent vraiment qu'aux plus grandes entreprises. À La Réunion, on ne sera pas considéré vu le montant du plafond. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, une société qui a abandonné son loyer du mois de novembre, elle peut avoir ce crédit d'impôt. C'est entre guillemets une recette de poche, mais ça peut quand même être intéressant. Ce qui fait qu'on a c'est cumulatif. Oui, tout à fait. On a à la fois la déductibilité du loyer pour la période avril 2020 à juin 2021 et on a en plus ce crédit d'impôt au titre de novembre, de l'abandon du mois de novembre 2020. Alors, il faut attention que ce loyer soit définitif et notamment, il y a certains bailleurs qui ont pu consentir des abandons de loyer aux locataires, mais avec une clause de retour à meilleure fortune qui imposerait donc aux locataires ensuite de rembourser. Donc non, là, l'abandon, il doit être définitif.
également, point important, s'il y a des liens de dépendance entre le bailleur et le locataire, il va falloir que le bailleur justifie des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire. Donc, vraiment, on le voit déjà à travers cette première mesure que je vous présente, en fait, ce qui est un petit peu pervers, j'ai envie de dire, dans les mesures qui ont été mises en place par la loi de finances pour 2021, c'est qu'elles sont vraiment assorties d'un nombre de conditions assez strictes qui sont soit posées dans le texte même de la loi de finances, soit posées dans d'autres textes, notamment quand on parle d'entreprise en difficulté. Ce n'est pas dans la loi de finances qu'on définit l'entreprise en difficulté, mais c'est dans le RGEC. Alors, une autre mesure qui peut également être intéressante et qui prévoit en fait la possibilité pour les entreprises de procéder à une réévaluation de leur actif de bilan en bénéficiant d'un sursis d'imposition ou d'un étalement de cette imposition. Donc, je vous rappelle que sur le plan comptable, et Pierre-Alain me corrigera si ce que j'indique n'est pas exact sur le plan comptable, donc sur un plan comptable, depuis 1984, les sociétés ont effectivement la possibilité de procéder à une réévaluation libre de leur actif de bilan, avec deux nuances à apporter. Cette réévaluation, elle doit concerner l'ensemble des immobilisations corporelles et financières. Autrement dit, vous ne pouvez pas choisir parmi vos actifs ceux que vous voulez réévaluer et les autres. Et certains actifs sont exclus de cette possibilité de réévaluation. Ce sont les immobilisations incorporelles, par exemple les brevets, les stocks de marchandises, vous ne pouvez pas les réévaluer, les valeurs mobilières de placement, typiquement les actions qu'aurait pu acheter une société pour gérer un petit peu sa trésorerie. Ces trois postes-là comptables ne peuvent pas faire l'objet d'une réévaluation. Alors, quel est l'impact comptable de cette réévaluation? C'est simple, c'est qu'en fait, on va avoir tout simplement un écart de réévaluation qui va être constaté en fonds propres, donc pas en résultat, c'est directement au niveau du bilan de la société, donc au passif, vous allez avoir le poste fonds propres qui va être augmenté. Sur le plan fiscal, vous avez une disposition, l'article 38.2 du Code général des impôts, qui vous dit de manière schématique que lorsqu'une entreprise constate une variation nette positive de son bilan, donc fonds propres qui était à 100, qui passe à 200, et bien cet écart entre les 200 et les 100, il est immédiatement taxable. Autrement dit, l'entreprise n'a absolument pas généré de trésorerie, c'est juste, on va dire, une présentation comptable qui a été opérée, mais sur un plan fiscal, on considère effectivement qu'il y a une plus-value. En 2008, lors de la crise, l'idée du gouvernement avait été de permettre aux entreprises de reconstituer leurs fonds propres, qui avaient été particulièrement affectés par la crise, en procédant précisément à une réévaluation libre du bilan. Et l'idée avait été donc de se dire, il ne faut pas pénaliser sur un plan fiscal ces sociétés, mettons en place des mesures pour soit reporter dans le temps cette imposition, soit pour étaler la plus-value. Et c'est également ce dispositif qui est remis en place. Il s'agit donc d'un dispositif optionnel. Il s'agit d'un dispositif qui est calé sur les dispositions comptables. Donc, quand vous faites votre réévaluation libre sur le plan comptable, ce sont les mêmes actifs qui, sur un plan fiscal, vont se retrouver réévalués. Cette opération de réévaluation, elle peut être opérée jusqu'au 31 décembre 2022 et vous avez bien évidemment certaines obligations déclaratives sur lesquelles je reviendrai qui sont prévues par le texte. On va distinguer sur le plan fiscal deux catégories d'immobilisation qu'on va réévaluer. D'une part, les immobilisations non amortissables, d'autre part, les immobilisations amortissables. S'agissant des immobilisations non amortissables, pensez par exemple à un terrain. La plus-value qui va être constatée, elle va être reportée dans le temps. Et c'est uniquement lorsque la société va céder cet actif qu'à ce moment-là, la cession va déclencher l'imposition de la plus-value. Exemple tout bête, vous avez un bien non amortissable dans votre bilan à 100, vous le réévaluez à 200, vous avez une plus-value de 100 qui va être placée en sursis d'imposition, et si dans 5 ou 10 ans, vous cédez pour 300 cet actif, vous aurez à ce moment-là, d'une part, la taxation de la plus-value, les 300 moins les 200, plus la plus-value qui était en sursis d'imposition de 100 qui vont se retrouver être taxés. Sursis ou report? Comment? Sursis ou report? C'est bien un sursis, mais qui doit effectivement bien être déclaré en annexe à l'alias. Un point aussi important concerne le calcul des provisions.
vous allez vous retrouver dans votre bilan avec un actif réévalué. Dans mon exemple, il était en valeur nette comptable à 100, il passe à 200. Bien évidemment, pour déterminer les provisions sur le plan fiscal, vous ne pourrez passer une provision que si la valeur vénale de votre actif, elle passe en fait sous le montant de 100. Ce qui est logique parce que si on vous autorisait à calculer votre provision sur la base de la valeur réévaluée à 200, vous serez gagnant des deux côtés parce que vous auriez d'une part une provision déductible alors que la plus-value de 100, elle n'aurait pas été taxée. Donc, il y a ce petit correctif auquel il faut faire attention. S'agissant des immobilisations amortissables, vous avez là, en fait, la mise en place d'un dispositif d'étalement de cette plus-value. Donc, exemple nouveau tout bête, vous avez un immeuble pour une valeur comptable d'1 million d'euros, vous décidez de le réévaluer à 3 millions, vous avez une plus-value de 2 millions. Cette plus-value de réévaluation, elle va être progressivement taxée, mais sur une durée de 15 ans. Et là, cette fois-ci, les amortissements et les provisions, ils vont bien être calculés sur la base des valeurs réévaluées. Autrement dit, dans mon exemple, vous partirez bien de 3 millions pour calculer votre amortissement, ce qui est tout à fait logique puisque vous avez bien cette plus-value de 3 moins 1, 2 millions qui est étalée. Un point quand même important à noter, vous constatez que l'étalement de l'imposition, elle se fait sur 15 ans. Or, vraisemblablement, quand vous allez devoir déterminer vos amortissements sur cette base de 3 millions, votre plan d'amortissement, il ne va pas être sur 15 ans. Il risque plutôt d'être sur 20-25 ans. Et donc, on risque quand même de se retrouver, Pierre-Alain, je ne sais pas si toi, par rapport au cas que tu as pu déjà voir pour tes clients. Alors, effectivement, il va y avoir forcément un décalage, puisque vous allez payer d'impôts plus rapidement que le supplément d'amortissement que vous allez pouvoir constater. Et donc, forcément, il y aura un décalage qui va générer forcément un impôt sur les sociétés complémentaire. Mais là, c'est pratico-pratique parce qu'en général, les constructions, 15 ans, c'est vraiment si on est vraiment sur des constructions relativement anciennes et avec… Sur les planches en bois. Voilà. Donc, on est plutôt sur 20, 30, 40, 50 ans. Voilà. Et je ne parle pas des immeubles haussmanniens. Après, c'est vrai qu'on peut quand même se dire que les sociétés qui vont opter pour ce régime de réévaluation libre sont des sociétés qui se trouvent être en difficulté financière. Si elles sont en difficulté, vraisemblablement, elles ont généré du déficit fiscal. Le déficit fiscal est reportable en avant sans limite de temps, sous réserve de ne pas avoir de changement d'activité, de ne pas avoir de réduction très forte, par exemple plus de 50% de son activité. Et donc, on peut se dire que ce delta entre la réintégration de la plus-value étalée et la dotation aux amortissements, on peut peut-être se dire qu'il pourra être compensé en fait par de l'utilisation du déficit fiscal. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel j'insiste. Souvent, on constate que les entreprises qui ont des déficits fiscaux, parfois, ne font pas trop attention à la manière dont elles le suivent. Il y a quand même un formalisme important. Il faut bien reporter vos déficits fiscaux sur les déclarations fiscales, notamment la 2058B. Et il faut aussi quand même faire attention parce qu'on a un petit peu tendance à considérer facilement que votre déficit, vous ne le perdez jamais. Mais vous avez deux cas principaux où vous pouvez le perdre, notamment lorsque vous avez un changement d'activité, typiquement une société qui est dans la production qui décide d'abandonner la production et de ne plus faire que du commerce. Et autre cas de figure, lorsque vous avez une baisse d'activité, typiquement si votre personnel, votre chiffre d'affaires ou vos moyens de production baissent de plus de 50%. Donc, peut-être le cas en 2020. Comment ? Qui risque d'être le cas pour un certain nombre d'entreprises en 2020. Voilà, donc là encore, à chaque fois que vous voulez vous prévaloir de ces types de mesures, il faut vraiment faire attention, bien se replonger dans tous les critères en fait, Il d'application. n'y a pas eu d'altération de ce truc-là, parce qu'en fait, la baisse du chiffre d'affaires est due à une décision qui ne leur appartiennent pas. Donc c'est pas Non, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire les dispositions du CGI relatives au report en avant et au maintien des déficits fiscaux, elles n'ont toujours pas changé. Et à ce sujet, je vous rappelle que, puisqu'on parle de report en avant, on peut parler aussi de report en arrière des déficits. Ça sera présenté après. Et, Oui. c'est après. Excusez-moi. Effectivement, sur les déficits, c'est une petite mesure technique que je vous présenterai. Vous avez la possibilité, lorsqu'une entreprise est en difficulté, d'accélérer votre remboursement de votre créance de report en arrière d'un déficit fiscal. Pour mémoire, ces dispositions vont nécessiter en fait de respecter un certain formalisme, notamment le suivi de ces plus-values. Et en fait, quand on regarde ce dispositif, il est assez similaire finalement à ce qui existe en matière de régime spécial des fusions. Pour ceux d'entre vous qui auraient
déjà en fait procéder à des opérations de fusion. Lorsque vous avez des entités alliées qui fusionnent, les plus-values latentes de la société absorbée en fait ne sont pas taxées immédiatement. Et on a donc un dispositif qui est à peu près similaire. Donc du point de vue déclaratif, il n'y aura pas normalement tellement de difficultés puisque les experts comptables sont déjà habitués à remplir ces déclarations en matière d'opérations de restructuration. Quelques, on va dire, contraintes ou dommages collatéraux. La réévaluation a pour effet mécanique d'augmenter les fonds propres des entreprises. Qui dit augmentation des fonds propres, dit variation de la formule de calcul pour la réserve de participation. Si tu veux, oui, c'est assez technique, donc on va peut-être passer, mais effectivement, vous avez des capitaux propres plus importants, des résultats plus importants. Forcément, ça aura un impact sur la réserve de participation. Un dispositif qui finalement n'est pas très souple, puisqu'en fait, vous avez l'obligation de réévaluer tous vos actifs. Un point, alors là, qui est extrêmement technique, c'est que, tel qu'est rédigée la loi, on se pose la question des amortissements dérogatoires. Parce que lorsque vous allez sur le plan comptable réévaluer vos actifs, vous allez devoir également reprendre la provision pour amortissement dérogatoire. Or, tel qu'est rédigé le texte fiscal, il y a encore un doute, et on attend les commentaires de l'administration, sur la possibilité en fait, de bénéficier de l'étalement de la plus-value au titre de la reprise de cette provision pour amortissement dérogatoire. Normalement, ça devrait être précisé dans un BOFIP, et personne ne s'attend à ce qu'il y ait une taxation, puisque dans ce cas-là, pour les entreprises qui seraient passées sur un amortissement dégressif, il n'y aurait aucun intérêt, puisqu'elles se retrouveraient massivement taxées sur en fait, cette reprise de la provision. Voilà. Et également, obligation dans un groupe consolidé de réévaluer l'ensemble des entreprises du groupe. Autre mesure, oui. Question, ok, réévaluation à la hausse, mais là on est aussi dans des cas où on peut avoir des réévaluations à la baisse. Je pense notamment à des IMOFI, des participations, etc., dans des sociétés en difficulté. Est-ce qu'il y a eu des changements de traitement? Ah non, mais là justement, non. C'est-à-dire que quand on réévalue, par définition, il faudra bien s'assurer que au niveau global, la valeur vénale de la somme de tous les actifs réévalués, il faudra bien effectivement s'assurer pour que la mesure présente un intérêt, qu'elle soit supérieure à la VNC. Donc potentiellement, il se peut qu'il y ait certains actifs qui soient en moins-value latente, mais après, c'est vraiment un calcul à faire au cas par cas. Ça peut jouer, les cas qu'on peut voir à La Réunion, à mon avis, ça sera surtout sur les constructions, puisque des sociétés qui avaient acquis ou fait construire des bâtiments il y a 10-20 ans, là, malgré la crise, et c'est quelque chose qu'on constate sur les derniers mois, la valeur du foncier et des actifs immobiliers à La Réunion, pour l'instant, n'a pas été affectée par la crise. Donc là, typiquement, on devrait quand même avoir des plus-values latentes importantes. Autre mesure, en matière de biens immeubles, alors mesure là également extrêmement technique, c'est une mesure qui vise les situations où vous avez un propriétaire d'un immeuble professionnel qui va le céder à un opérateur de leasing pour le reprendre en crédit bail et devenir donc locataire. Et dans ce cas de ce contrat de crédit bail, effectivement, il y a bien une option d'achat qui est prévue au terme du crédit bail, permettant à l'entreprise qui a cédé temporairement cet immeuble d'en récupérer la propriété à l'issue du crédit bail. En l'absence de mesures spécifiques, une opération donc, de cession bail, sale and leaseback, déclenche la taxation immédiate de la plus-value de cession constatée lorsque le propriétaire de l'immeuble le cède à l'opérateur de leasing. Il y avait eu un dispositif également mis en place pendant la crise de 2008 qui avait permis en fait d'étaler le coût de cette imposition, et c'est cette mesure qui est également reprise dans le cadre de la loi de finances pour 2021. Ce dispositif, il vise des opérations qui sont réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023. Petit décalage par rapport à la mesure en fait, de réévaluation libre, on pouvait le faire jusqu'au 31 décembre 2022. Là, on peut aller jusqu'au 30 juin 2023. Et il faut qu'il y ait un accord de financement donné par l'opérateur de leasing entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.
la plus-value de cession qui va être constatée va être, là encore, sur le même modèle que la réévaluation libre, étalée sur une durée de 15 ans. Malheureusement, et contrairement à ce qui s'était passé lors de la crise de 2008-2011, cette mesure ne vise que les actifs immobiliers professionnels et non pas les immeubles de rapport. Autrement dit, une société foncière qui voudrait tout de suite dégager du cash, malheureusement, elle ne pourra pas l'utiliser puisque c'est du bien de placement. En revanche, ce dispositif il est applicable lorsque l'entreprise cédante a donné en location le bien à, par exemple, sa filiale qui l'affecte à une activité économique. Cette mesure-là, elle vise notamment les groupes où, au sein des groupes, vous avez pu choisir, plutôt que de localiser la propriété de l'immeuble directement au niveau de l'entreprise exploitante, vous avez pu choisir de loger, par exemple, cet immeuble au niveau de la holding. Donc là, ça marchera. En revanche, si c'est, par exemple, comme on le voit à la réunion des sociétés qui ont voulu défiscaliser en Girardin et qui avaient acquis des biens, des locaux d'habitation, cette mesure-là, en revanche, ne sera pas applicable. Alors, un point important, ça concerne la valorisation qu'on peut espérer retirer de ces opérations de sale and leaseback. Souvent, ce qu'on peut constater, c'est que les vendeurs attendent en réalité beaucoup plus que ce que l'opérateur de leasing va leur donner. J'ai vu déjà des cas où des valorisations sont faites sur la base, par exemple, des valeurs retenues pour l'assurance, où l'assurance va vous sortir une valeur du foncier et une valeur de la construction. Bien évidemment, ce genre de valeur, l'opérateur de leasing ne peut pas complètement l'écarter. Et lui, il va vraiment raisonner sur une valeur de marché. Donc, c'est vrai qu'on a parfois des déceptions entre le prix de cession attendu par l'entreprise et ce que peut proposer en fait l'opérateur de leasing. Avant qu'on passe aux mesures en matière de TVA, est-ce que vous avez des questions sur ces trois blocs de mesures en matière d'IS? J'imagine que tout ce qui est réévaluation nécessite un accompagnement juridique au niveau des TV. Tout à fait. Sinon, ça se peut pas faire. Oui, une question, David. Oui. Tu m'entends? Allô? Oui, oui, tout à fait. Oui, c'était question sur l'exonération de la taxe foncière. Tu dis qu'effectivement, lorsqu'un local n'a pas été utilisé et qu'il est vacant, on peut demander une exonération de la TF. À quel moment cela se fait? C'est une demande qui est faite au moment où on doit la payer ou est-ce qu'il faut anticiper le tir? Vers Pierre-Alain sur l'aspect déclaratif. Merci. Salut Pierre-Alain. C'est une colle. Je ne sais pas. N'est-ce pas? Mais bon, ça. Après, de manière plus générale, il vaut mieux anticiper en amenant les pièces qui vont demander des pièces. Oui. Alors, attends, j'essaie de jeter un œil là, mais rapidement, si je trouve. Je pense que c'est pareil que pour toutes les autres demandes d'exonération, que partielles, qu'on peut faire. Ce qu'on vous propose dans ce cas-là, c'est que par le biais du MEDEF, on vous enverra la réponse par mail. Ouais, voilà, regarde-le et réponds-moi par mail ou par plus tard. Ok, merci. Ok, on passe maintenant aux mesures en matière de TVA. Non, ça ne veut pas dérouler. Okay. Tu dois l'activer une première fois en physique et après, normalement, Ah, d'accord, ok. Ça devrait marcher. Donc, en matière de TVA, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les mesures qui sont là n'ont pas grand-chose à voir avec le Covid. Hein. C'était déjà des choses qui étaient, disons, dans les tuyaux. En fait, c'est quand même des mesures relativement assez lourdes. Enfin, notamment, je pense à la facturation électronique. On en parle quand même depuis plusieurs années. De même, le groupe TVA, on en a parlé, puis on est en train de se préciser, mais avec des mises en application relativement différées. Donc, ces trois mesures, donc facturation électronique, TVA des offres composites, ça on va passer assez rapidement, parce que c'est quand même relativement technique, et puis la mise en place du groupe TVA.
Donc, la première, ouais, voilà, merci. Donc, la facturation électronique. Donc, effectivement, la facturation électronique, c'est quelque chose, on en parle, forcément, les moyens technologiques s'améliorant, ça devient de plus en plus prégnant de parler de facturation électronique. Donc, les objectifs pour l'administration fiscale notamment, de cette facturation électronique, premièrement, c'est de renforcer la lutte contre la fraude de la TVA. Ça, c'est parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Deuxièmement, c'est améliorer la compétitivité des entreprises en réduisant donc, les formalités, le coût de traitement des factures. Troisièmement, le troisième objectif, c'est améliorer aussi, avoir être directement en lien avec l'économie réelle, on va dire, puisque en fait, on a en temps réel, on a la facturation de toutes les entreprises et donc savoir quel est le volume d'affaires qui se fait en France. Hein. Et quatrièmement, et diminuer les coûts de traitement déclaratifs, etc. Avec la possibilité à terme de mettre en place, par exemple, le pré-remplissage des déclarations de TVA, en tout cas pour le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, les nouvelles obligations de la facturation électronique, ça va se faire dans le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, au 1er janvier 2023, ça ne concernera que les grandes entreprises, donc c'est les entreprises qui font plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, 2 milliards de plus de total bilan et plus de 5 000 salariés. Donc, ça peut-être pas vous concerner tout de suite. Au 1er janvier 2024, ce sont les ETI, donc c'est celles qui font entre 50 et 1,5 milliard de chiffre d'affaires et qui ont entre 250 et 5 000 salariés, 4 999 exactement. Et au 1er janvier 2025, là, pour le coup, tout le monde sera concerné, puisque ça concernera donc toutes les autres. Donc, tout le monde, on sait la forme de la remontée, c'est… Ah ben, j'y viens. Alors, forcément, ce sont encore des choses qui sont forcément qui vont se mettre en place dans le temps. Donc, il y a encore probablement des précisions techniques qui sont à apporter. Mais en fait, il y aura deux volets dans cette réforme, deux obligations distinctes. C'est le e-invoicing, c'est-à-dire le fait d'établir des factures électroniques, et le e-reporting, donc c'est le fait que les transactions passent dans un flux et que, en fait, au passage, l'administration soit aussi un peu tenue au courant qu'il y a une facture électronique en cours. Donc, ça va s'appliquer aux assujettis français, okay, agissant en tant que assujettif, en tant que tel, et qui ont l'obligation de facturation. Donc, ce qui veut dire que les factures émises par un opérateur étranger, pour l'instant, seront exclues de l'obligation, y compris s'il est européen. Et deuxièmement, il y aura également toute la partie facturation pour style restaurant, pour le ticket de restaurant, a priori, pour l'instant, ça ne sera pas concerné. Et pour les entreprises ou les entreprises individuelles qui sont exonérées au titre de l'article 283 284 ou 295, oui, a priori, pour l'instant, a priori, je pense qu'ils devraient être exonérés également, mais bon. Mais comme ils peuvent aussi basculer de l'autre côté à un moment ou à un autre, il faudra quand même qu'ils soient outillés pour le faire. Voilà. Voilà. Donc là, il y a un magnifique schéma de cheminement des factures électroniques. Donc, alors, il y a plusieurs cas. Hein. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il va y avoir la mise en place d'une plateforme publique qui va être centralisatrice. Donc, ça va être un petit peu, entre guillemets, Big Brother. Parce que globalement, cette plateforme publique, déjà, elle sera gratuite.
c'est la seule bonne nouvelle. Hein. Elle sera gratuite. Et en fait, les entreprises pourront éventuellement passer par une plateforme privée pour aller vers un autre entrepreneur, une autre plateforme privée pour aller vers le client, quoi. Ou alors elle pourra passer directement par la plateforme publique et ça partira vers vers le client, vers l'entreprise cliente. Voilà, donc ça c'est pour le e-invoicing. Et pour le e-reporting, de toute façon, il faudra que ça passe par la plateforme publique, comme vous pouvez l'imaginer, puisque comme ça permettra de faire la déclaration de TVA relativement facilement et de la contrôler relativement facilement. Voilà. Alors, sur le plan technique, cette fois-ci, donc, en principe, alors il y a encore des choses à définir. Hein, c'est pour ça qu'on est encore quand même au début de l'opération. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore tout ce qu'il faudra transmettre, que ce soit en e-invoicing ou e-reporting. Voilà. Et il y aura, et sous quelle forme, il y aura probablement un format unique de transmission. Et dans quel mode? Alors, pour les amateurs, donc il y aura un format XML ou EDI, ou éventuellement un format mixte facture X. Alors, ne me demandez pas ce que facture X. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus envoyer au client directement? Ça voudra dire qu'entre deux entreprises, donc si vous faites du B2B, oui, ça sera obligatoirement de la facture électronique, effectivement. Oui, mais sur le mode de procédé, est-ce qu'on envoie au client directement ou est-ce qu'on est obligé de passer par la plateforme? Ça passera par une plateforme. Vous ne pourrez pas envoyer. En fait, tout ça, alors ça va se faire un peu dans le temps. Que ça fonctionne. Hein. Oui. Non, mais je crois que je n'ai pas confiance dans une plateforme forcément publique, mais peut-être qu'au début, on va encore accepter le PDF. Bon, après, on passerait vers des modes XML ou autres. Voilà, et donc après, et la sanction est quand même relativement incitatif, on va dire, puisque si vous envoyez, vous voyez, la dernière ligne, c'est la TVA pour celui qui reçoit la facture ne sera pas déductible s'il la reçoit autrement que par un fichier XML. Donc, il veut dire que donc, ça sera votre client qui va vous pousser à vous lui envoyer par la plateforme. Voilà. Donc, les offres composites. Alors, qu'est-ce qu'une offre composite? Déjà. Voilà. Accrochez-vous. En fait, c'est quand vous vendez un bien ou un service avec plusieurs. Enfin, en fait, il y a un bien ou un service avec plusieurs prestations, en fait. Okay, et avec un prix unique. Et certaines prestations peuvent avoir des taux différenciés. Donc, quand on arrive à bien distinguer les deux, on met des taux différenciés, mais quand ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsque vous avez, alors on a eu un grand sujet, c'est sur les résidences hôtelières, la fourniture de prestations hôtelières dans les résidences hôtelières ou dans des locations meublées. Voilà, où il peut y avoir ce qu'on appelle des taux composites, c'est-à-dire qu'en fait, une même prestation peut avoir plusieurs taux. Et donc là, une réforme est envisagée, voilà, donc qui consiste en fait à dire que désormais le taux, voilà, ça va donc ça va directement, que le taux normalement, ça sera le taux le plus fort, voilà, ça c'est le principe. Alors il y a encore le taux applicable est le taux le plus élevé parmi les taux applicables aux différents éléments. Donc au moins c'est facile. L'idée, c'est vraiment là encore une mesure extrêmement technique, mais c'est vrai qu'il y a eu des cas en fait d'optimisation où les gens ventilaient en fait entre du taux réduit et du taux standard en métropole à 20%, faisaient des ventilations qui étaient optimisantes. Et donc l'idée là est de dire, écoutez, on va regarder la prestation principale et on va rattacher les accessoires à la prestation. Et le problème s'est posé aussi beaucoup pour les fournisseurs d'offres d'information qui font de la télé, de l'Internet, du journal. Et donc, on ne savait pas, quand vous avez un abonnement qui permet d'avoir ces trois prestations, quel taux d'un TVA appliquer. Donc, alors là encore, il y a encore quelques questionnements.
Mais bon, et on ne sait pas exactement pourquoi c'est le taux le plus élevé. Ce qu'ils veulent au final, c'est que la facture ait un seul taux de TVA. Oui, voilà, c'est ça. Pour simplifier. Oui, voilà, pour faire ça. Donc le NP qu'on avait, l'exo, ventilé comme il fallait, voilà. Tintin. Voilà. Quelques mots sur le groupe TVA. Le groupe TVA. Alors, le groupe TVA. Le groupe TVA, là aussi, c'est un peu une demande. Enfin, ça rentre également dans une tendance assez forte, où de plus en plus, je pense qu'à terme, la TVA on ne l'appliquera que pour le client final. Enfin, si je vais faire simple, mais c'est un peu ça. C'est que entre deux assujettis, tout s'oriente. On a déjà les systèmes d'autoliquidation. Je pense que vous avez entendu parler des systèmes d'autoliquidation, notamment dans les sous-traitants dans le bâtiment. Le groupe et au final, on ne fera payer la TVA qu'au dernier vendeur, enfin au dernier acheteur, pardon, c'est-à-dire le client final, c'est-à-dire vous et moi. Donc le groupe TVA s'inscrit un peu dans cette démarche-là. Donc, c'est-à-dire, c'est de dire, je prends plusieurs entreprises, je rassemble plusieurs entreprises, et entre elles, les opérations qu'elles feraient entre elles ne seraient pas soumises à TVA. C'est assez simple. C'est comme, alors, ça n'est pas un groupe d'intégration fiscale au sens de l'IS comme on le connaît dans certaines entreprises. Et ce n'est pas un groupe non plus où on consolide la TVA. C'est vraiment les opérations internes deviennent enfin, les opérations entre les membres d'un même groupe deviennent exonérées. Et donc, on prend plusieurs entreprises, on en fait un groupe, et donc ce groupe-là devient un assujetti unique vis-à-vis de l'extérieur. Et toutes les opérations internes, comme je vous l'ai dit, ne rentrent plus en ligne de compte. Alors c'est là où ça commence à devenir un peu plus, on va dire, c'est qui peut faire partie de ce groupe de TVA. Soit ce sont ces entreprises liées entre elles sur le plan financier, économique et organisationnel. Ça veut dire que c'est pas forcément, il n'y aura pas forcément un lien de capital entre une entreprise A et une entreprise B qui pourrait faire un groupe de TVA. Ça pourrait être éventuellement entre un fournisseur et un client qui ont des relations extrêmement serrées. Un groupe d'intérêt économique. Pas forcément, qui n'ont pas forcément de lien, capitalistique direct ou direct. C'est vraiment, voilà, je travaille à 99% avec vous, et on va faire un groupe de TVA ensemble. Alors, pour cela, donc, forcément, ce groupe de TVA il va être mis en place à partir du 1er janvier 2023, mais il faudra que, si vous souhaitez rentrer dans ce type de groupe de TVA, il faudra que les options soient faites avant le 31 octobre 2022. Et désigner précisément qui va faire partie du groupe de TVA. Sachant que pour la première série, là, qui va démarrer au 1er janvier 2023, l'option elle sera obligatoire pour 3 ans. On ne pourra pas en sortir, on ne pourra pas sortir d'un groupe de TVA pendant 3 ans. Après ça sera un peu plus libéré. Et on ne pourra pas y entrer, sauf si on était au 1er janvier 2023 pas en mesure de pouvoir y entrer. Typiquement, une société qui se crée, je sais pas moi, le 30 juin 2023 et qui est très liée avec une autre, pourra éventuellement intégrer ce groupe de TVA. Excusez-moi, vous dites que la relation, c'est client-fournisseur, très proche. Ouais. Si je fais beaucoup d'affaires avec le fournisseur, il n'y a pas une contradiction avec la dépendance économique? Alors là, on parle. Non, parce qu'on ne parle pas forcément. Là, c'est vraiment. C'est autre chose. Mais enfin, c'est un autre sujet. Là, on parle vraiment de TVA, mais en fait, l'idée, c'est de. Globalement, l'administration ne veut plus s'embêter avec c'est neutraliser les opérations. Voilà, les intercours entre compagnies. Vous avez beaucoup de relations avec, parce que d'un côté, je déduis, de l'autre côté, je collecte, et puis voilà. Donc, on dit que ça ne sert pas à grand-chose, finalement, puisque la chaîne c'est un peu... Alors, reste maintenant on a quelques difficultés par rapport à ce nouveau système. C'est qu'en cas de déconfiture d'une des sociétés, du groupe,
Qui est redevable? Voilà, bah, c'est l'associé de groupe qui est la société. Mais alors, on peut très bien imaginer dans un groupe où il y a des liens de capitaux, où c'est vraiment la mère, la société mère qui va être, disons, la responsable, parce qu'il faut quand même désigner un responsable dans l'affaire. Hein. Mais alors, entre un client et un fournisseur, je vous laisse juge. Voilà. Bon. Ok. Je pense que là, je définis. Tu dis la société mère est responsable, même si elle n'est pas dans le groupe de TVA? Non, enfin, en fait, dans un groupe de TA, il faudra désigner une tête de groupe, quoi. Enfin, même si c'est pas forcément la tête de groupe sur le plan capitalistique, mais enfin, il faudra désigner une société responsable, à qui un interlocuteur vis-à-vis de l'administration fiscale pour faire ça. Voilà. Donc, d'accord, merci. Voilà. Bien, on passe maintenant à certaines mesures techniques où, on va dire, il n'y a pas de vraie ligne directrice dans le projet de loi de finances. Des aides qui concernent les entreprises en procédure de conciliation, une mesure technique qui vise le cas de figure où vous détenez une créance sur une société et vous apportez cette créance, des mesures en matière d'enregistrement, 2 mots sur les organismes de gestion agréés et également quelques autres mesures en matière d'enregistrement. Première mesure qui vise les amendements de créances à caractère commercial et le remboursement de la créance de carry-back. Jusqu'à présent, lorsque une société qui a une dette se trouve dans un plan de sauvegarde ou est en procédure de RJ, les abandons de créances à caractère commercial qui pourraient lui être consentis par le créancier sont déductibles sans limite au niveau du créancier, sans que le créancier n'ait à démontrer qu'il avait agi dans son intérêt propre. Ce que change la loi de finances pour 2021, c'est qu'elle étend la présomption de normalité aux entreprises qui sont en procédure de conciliation. Donc, en amont, en fait, avant la procédure de sauvegarde. Autre mesure, depuis la loi de finances, une des LFR de l'an dernier, lorsque une société se trouve en RJ ou en sauvegarde ou en liquidation judiciaire, si cette société a une créance de carry-back de son déficit fiscal, elle peut en demander le remboursement anticipé. Donc, je vous rappelle qu'une société qui fait un déficit fiscal, elle a généralement 2 options. Soit elle n'utilise pas tout de suite ce déficit fiscal, elle le reporte en avant dans le temps et ce déficit fiscal viendra diminuer ses profits futurs. Soit elle opte pour le carry-back, donc le report en arrière, et elle peut effectivement reporter en arrière le déficit de l'exercice N sur le bénéfice de l'exercice N-1. Ce report en arrière génère une créance qu'a la société sur l'administration fiscale. Cette créance peut être utilisée en paiement des impositions à venir sur les 5 années qui suivent l'année d'exercice d'option. Et au bout des 5 ans, si vous n'avez pas pu utiliser cette créance, l'État vous la rembourse. Et pour justement favoriser les entreprises qui se trouvent en difficulté financière, on a donc ce dispositif dont je parlais qui prévoyait que si l'entreprise qui a opté pour le report en arrière, elle fait l'objet d'une procédure collective, elle peut en demander immédiatement le remboursement. Là encore, la loi de finances pour 2021 étend le champ d'application de cette mesure aux entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation. J'ouvre à cet égard une parenthèse. Vous avez peut-être vu dans la presse, le gouvernement incite les entreprises à se tourner vers le tribunal, vers des mandataires, aux fins d'engager soit une procédure de sauvegarde, soit des mesures de mandat ad hoc ou de conciliation. Parce que ce qu'on constate effectivement depuis de la crise Covid, c'est qu'il n'y a pratiquement plus aucun mandat qui est ouvert chez les mandataires. C'est-à-dire qu'avec le PGE, toutes les entreprises ont été mises sous perfusion, donc elles ont effectivement la trésorerie. Bon, je mets de côté les entreprises dans le domaine, par exemple, de la restauration, de l'hôtellerie, mais sinon, toutes les autres entreprises ont pu demander effectivement à bénéficier du PGE. Et donc, on a un soutien aujourd'hui un petit peu artificiel d'entreprises qui étaient en difficulté avant la crise. Lorsque le PGE va devoir être remboursé, donc vraisemblablement, donc ça devait être en avril 2021, c'est reporté en 2022, et le gouvernement souhaite encore le reporter, mais quand effectivement les entreprises vont demander ces remboursements, pas mal d'entreprises risquent de se trouver en difficulté. Et donc, l'administration pousse pour que ces entreprises se rapprochent en fait des juridictions commerciales. Et on le voit bien, typiquement, ce type de mesure vise en fait
on va dire, à aider un petit peu les entreprises qui décideraient de faire l'objet d'une mesure de conciliation. On est là, typiquement ce qu'on mentionnait, dans le domaine du préventif. Et c'est vrai qu'à La Réunion, on va dire, il y a un petit peu un retard par la métropole au niveau du comportement des acteurs économiques qui ont trop tendance, en fait, à attendre le dernier moment pour faire la déclaration de cessation de paiement et partir en redressement judiciaire, alors qu'on a quand même les procédures de mandat ad hoc et de conciliation qui sont intéressantes et surtout qui ne sont pas publiques. Également, n'oubliez pas, lorsque vous déposerez votre déclaration en mai 2021, vous avez bien la possibilité d'opter en fait pour ce remboursement au titre de votre créance qui existerait au 31/12/2020. Donc ça, à voir avec votre expert comptable. Voilà, ne pas oublier effectivement de faire la demande de remboursement. Autre mesure technique, lorsque vous avez une société qui détient une créance, on imagine créance valeur nominale 100. Imaginons que le débiteur soit en difficulté financière et que le créancier souhaite se débarrasser de cette créance. Le créancier vend cette créance de 100 à un tiers pour un prix, imaginons, de 80 €. Il y a quelques années encore, quand l'acquéreur de cette créance pour 80 l'apportait et donc la capitalisait en capital du débiteur, il recevait des titres pour la valeur nominale 100 et donc il se retrouvait fiscalement taxé à hauteur de la différence entre le prix qu'il avait payé pour acheter la créance 80 et la valeur nominale des titres qu'il recevait 100. Et donc il se retrouvait en fait artificiellement taxé sur un enrichissement qui n'existait pas. L'article 209(7) bis avait déjà prévu de limiter l'imposition à la différence entre la valeur réelle des actions reçues et la valeur réelle de la créance apportée, mais cette mesure ne s'appliquait pas lorsque vous aviez l'entreprise cédante, l'entreprise débitrice et l'entreprise cessionnaire qui étaient liées. Pourquoi? Parce qu'on voulait un petit peu éviter les optimisations au sein de groupes où vous avez une société A, membre d'un groupe, qui refile cette créance à une société membre B, membre du même groupe, et ce qui permettait après d'avoir un avantage fiscal. Donc la loi de finances pour 2021, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit en fait que même si vous avez des liens entre l'entreprise créancière et la société débitrice, cette mesure s'applique. Et pourquoi on met en place cette mesure? C'est notamment lorsque vous avez des associés d'une société en difficulté, qui sont créanciers de cette société, qui n'ont pas les moyens de recapitaliser. Ils veulent faire rentrer un tiers au capital. Et dans ce cas-là, pour faire rentrer le tiers, un des moyens, c'est quoi? C'est tout simplement les associés cèdent leur créance de compte courant, évidemment pour la valeur vénale, donc une valeur décotée par rapport à la valeur nominale, par rapport à ce tiers. Avant la loi de finances, si ce tiers ensuite capitalisait sa créance, effectivement, il se retrouvait taxé. Pourquoi? Parce que l'entreprise cédante était liée à l'entreprise débitrice. Or ça, cette condition-là, en fait, elle saute. En revanche, si vous avez l'entreprise cédante, donc propriétaire de la créance, qui cède à une entité liée, là, le dispositif de faveur ne s'applique pas. On vise, là encore, à éviter les optimisations. Bon, tout ça sont des mesures extrêmement techniques, mais je pense que des questions vont se poser dans le cadre de la crise, parce que typiquement, cette mesure, elle répond effectivement à un vrai objectif qui est de se dire, j'ai des associés à une structure qui ne peuvent plus mettre de cash, ils ont quand même un actif qui est une créance sur cette société, ils veulent faire rentrer un tiers. Effectivement, le tiers, il peut se dire, pour rentrer et avoir des actions, j'achète en fait la créance, mais à un prix décoté. Et donc, j'ai un gain en termes de cash. En matière d'enregistrement, là encore, c'est extrêmement technique. Progressivement, on a vu au fil des ans les actes soumis, le nombre d'actes soumis à l'enregistrement diminuer. Toujours dans cette logique de simplification administrative, on a notamment certains actes, et notamment les augmentations de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, qui n'ont pu faire l'objet d'un enregistrement fiscal.
Donc aujourd'hui, quels sont les actes qui doivent être encore soumis à l'enregistrement? Les actes de transformation, les actes d'augmentation de capital, sauf celles faites en numéraire. Donc typiquement, si vous augmentez le capital d'une société par rapport d'un actif, vous devez là quand même toujours enregistrer. Typiquement, un apport d'immeuble à une société, vous devez encore l'enregistrer au service des impôts. Également, les actes constatant le partage de la société. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est, on va dire, d'exclure de la formalité obligatoire des actes pour lesquels le montant à payer en fait est extrêmement faible. On a également un allègement des formalités, puisque jusqu'à présent, il fallait respecter une certaine chronologie, c'est-à-dire que d'abord, vous alliez au service de l'enregistrement à Saint-Denis, à Champfleury, pour faire enregistrer votre acte, et ensuite, vous alliez au greffe déposer votre acte. Le service de l'enregistrement pouvait avoir du retard, ce qui vous décalait d'autant la réalisation de vos formalités. Là encore, pour accélérer la réalisation de ces formalités, en fait, on prévoit maintenant que certains actes sont déposés d'abord au greffe et ensuite au SIE. Un point important pour ceux qui interviennent sur des cessions de société, s'agissant des cessions de droits sociaux, la chronologie n'est pas modifiée. D'abord, on va à l'enregistrement, on paye les droits et ensuite on va au greffe. Et il y a une certaine logique puisqu'effectivement, le montant des droits de mutation sur les cessions de titres est élevé. On est à 3% sur les cessions de parts sociales, on est à 5% sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Par contre, c'est vrai que sur les SA et les SAS, on n'est qu'à 0,1%. Et là, on comprend bien, l'objectif, c'est que le gouvernement veut s'assurer que les droits seront bien payés avant que les formalités juridiques soient faites. Voilà, pour ceux, bon, là, je le mentionne, même si ça vise les revenus passifs de l'IR pour les entrepreneurs individuels. Les entrepreneurs individuels qui n'adhéraient pas à une association, un organisme de gestion agréé, subissaient une pénalité de 25%. Donc, typiquement, en cas de contrôle fiscal, l'administration vérifie si l'entreprise individuelle a adhéré. Si elle n'a pas adhéré, les revenus sont majorés de 25%. C'est une mesure qui, en fait, progressivement, cette majoration va être réduite pour être supprimée en 2023. Autre mesure, je l'indiquais déjà. Comment? Ça va être la fin de décembre. Absolument. On avait avant, pour bénéficier du taux réduit d'IS à 15% sur les 38 120 premiers euros, un plafond en termes de chiffre d'affaires de 7,6 millions. Ce plafond est porté à 10 millions d'euros. Voilà. Bon, là, mesure vraiment technique, il faut vraiment la regarder au cas par cas. C'est tout simplement sur le dispositif sur les modalités de prise en compte de dépenses de sous-traitance pour le calcul du crédit d'impôt innovation. Là-dessus, je passe vraiment sur ton mémoire. Quelques mesures qui sont prorogées jusqu'en décembre 2022, les dispositifs de zonage d'aide, ZRR, ZFU, zone de développement prioritaire, entreprises en difficulté, c'est prorogé. Une mesure qui est pérennisée, puisqu'elle devait s'arrêter, c'est la mesure qui avait permis de réduire l'intérêt de retard applicable, notamment en cas de contrôle fiscal quand vous êtes redressé. Ce taux était de 0,4% par mois, donc 4,80 jusqu'au 31 décembre 2017. Il avait été réduit à 0,2% par mois, donc 2,40 sur l'année. Et la loi de finances pour 2021 pérennise donc ce taux. Voilà. Ce qui peut être assez intéressant quand même, notamment lorsque vous êtes dans des situations de contrôle fiscaux. Il faut savoir que entre le moment où vous recevez la proposition de rectification et le moment où vous recevez l'avis de mise en recouvrement, le taux des intérêts les intérêts de retard ne courent plus. C'est gelé. En revanche, à partir du moment où vous recevez l'avis de mise en recouvrement, si vous décidez de contester, donc d'abord réclamation contentieuse, puis saisie des juridictions TA ou tribunal judiciaire, puis cour d'appel ou cour administrative d'appel, ben là, l'intérêt de retard, il court. Ce qui fait, on en a eu d'ailleurs un cas sur un client commun avec Pierre-Alain, que si vous avez du contentieux qui dure 5 ou 6 ans, eh bien, à l'époque où le taux d'intérêt était à 4,80, vous pouvez vous retrouver à des montants significatifs, et on a eu un cas notamment avec une créance d'intérêt de recouvrement de plus de 200 000 euros quand même. Donc, l'espoir de gain lié au contentieux fiscal devait être mis en rapport du coût du temps qui passe. Avec aujourd'hui un taux d'intérêt qui est réduit à 2,40%,
c'est vrai que ça peut maintenant être plus intéressant pour ceux qui ont des difficultés financières et qui ne pourraient pas, par exemple, proposer de garantie dans le cadre d'un contentieux. Ça peut être quand même intéressant de faire jouer la montre, puisque le coût du temps est quand même sérieusement réduit. On en vient à la dernière thématique de cette présentation, les mesures spécifiques à l'outre-mer. Première mesure qui était extrêmement attendue, notamment par les cabinets de défiscalisation et opérateurs en fait, qui collectent des fonds pour les FIP-DOM. C'est une mesure qui vise à étendre les secteurs d'activité qui pouvaient être financés par le biais de FIP-DOM. On rappelle effectivement que les contribuables qui investissent dans les fonds d'investissement de proximité dont les actifs sont localisés dans les DOM peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 30% à hauteur de la souscription de parts de FIP. Mais s'agissant des FIP-DOM, les sociétés qui étaient financées par les FIP devaient exercer leur activité dans l'un des secteurs éligibles à la défiscalisation. Donc, l'article 199 UNDES-ISB qui liste tous les secteurs éligibles à la fois d'ailleurs à la défiscalisation ou au crédit d'impôt. Ces restrictions n'existait pas en fait pour les FIP, notamment les FIP Corse, et donc il y avait clairement une discrimination entre la Corse et la Réunion. Et la loi de finances, donc pour 2021, vient supprimer cette restriction en prévoyant tout simplement que la référence à l'article 199 UNDES-ISB du CGI dans la disposition, donc l'article 199 ter des 0A qui vise les FIP, cette référence 199 UNDES-ISB, elle est supprimée. Alors, cette nouvelle opportunité, on ne peut pas encore à ce jour en bénéficier. Pourquoi? Parce que s'agissant d'une mesure considérée comme aide d'État, elle est soumise à l'approbation en fait, de la Commission européenne. Et une fois que la Commission européenne se sera prononcée, à ce moment-là, on attend un décret qui devra paraître dans les 2 mois qui suivent. Une des questions notamment qui se pose et où on attend des précisions, c'est le traitement en fait des holdings animatrices. Est-ce qu'une holding animatrice serait finançable par le biais d'un FIP ou pas? Donc tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que vous avez certains secteurs comme les services qui jusqu'à présent ne bénéficiaient pas de mesures d'aide de type défiscalisation, qui aujourd'hui vont pouvoir être financés par les FIP. Et je pense qu'on va voir en fait l'activité des opérateurs en FIP progresser dans les années à venir. Surtout si on peut accéder à l'immobilier. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de secteurs du tout qui sont concernés par la restriction, c'est énorme. Il y a 2 secteurs effectivement dans les DOM, quand on regarde les services et l'immobilier. Oui, si on attend l'application du décret, qui est prévu dans la loi de finances 2021, est-ce que ce sera un effet rétroactif? Alors, c'est-à-dire que les investissements qu'on entame aujourd'hui pour… Non, pour l'instant, il faut vraiment attendre. Il faut vraiment attendre. Il ne faut rien toucher. Alors, le Pinel, qui est prorogé, avec un dispositif qui devient quand même moins intéressant, puisqu'on a un taux qui réduit progressivement en 2024, qui ne sera plus que de 20%. On a également une prorogative du dispositif du 199 UNDES-A. Donc, effectivement, le 199 UNDES-A du CGI et l'article historique de la Girardin pour défiscaliser en matière locative. Son champ, c'est quand même singulièrement réduit, puisque ça ne vise plus aujourd'hui que les travaux de réhabilitation, les travaux de confortation contre un risque sismique ou cyclonique. Bon, toujours est-il que ce dispositif il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Une mesure également intéressante, alors là encore, il faudra quand même attendre les commentaires. Jusqu'à présent, les entreprises qui sont en difficulté ne pouvaient pas bénéficier du crédit d'impôt outre-mer, le crédit visé à l'article 244 W du CGI. Et la loi de finances pour 2021 prévoit que ce crédit d'impôt peut être obtenu par des entreprises en difficulté. Donc, on a repris ici la définition donnée par l'RGEC, à condition que l'aide fiscale s'intègre parmi d'autres aides publiques, des prêts, des subventions, dans le cadre d'une procédure, conciliation ad hoc sauvegarde,
Et il faut que ce crédit d'impôt ait fait l'objet d'une autorisation individuelle de la part de la Commission européenne. Et c'est là où, pour l'instant, j'ai une interrogation, parce que si on est en train de dire qu'à chaque fois, de manière individuelle, il va falloir obtenir l'accord de la Commission européenne, j'ai un peu du mal à voir comment ça va fonctionner, puisque précisément, l'avantage qu'on avait avec le RGEC, c'est qu'on n'avait pas à notifier individuellement des mesures fiscales. Un certain nombre de mesures étaient a priori validées par la Commission européenne sous réserve de respecter les conditions posées par le RGEC. Donc là, j'avoue que je ne sais pas encore comment ça va concrètement s'appliquer. On vous laisse entrer, mais c'est tout pour pas que vous rentrez. Autre mesure, l'augmentation, alors c'est que pour la Réunion, hein, du nombre de PLS, de logements PLS qui peuvent être financés. Voilà, c'était tout. Je pense qu'on a à peu près tenu le timing, oui, les 10h10. Alors effectivement, cette mesure, j'avoue, hein, que cette loi de finances pour 2021, bon, nous a un petit peu déçus avec Pierre-Alain, puisqu'on n'a pas de grande ligne directrice. Si on peut quand même retenir quelque chose, c'est qu'elle est quand même clairement axée sur les entreprises en difficulté. Et souvent, ce qu'on a pu constater, c'est que une entreprise qui rencontre des difficultés financières, à notre sens, attend vraiment trop avant vraiment de réfléchir à une restructuration et à des mesures à mettre en place. Et souvent, en fait, elles attendent de se retrouver en cessation de paiement, de déposer la DCP, et ensuite, ensuite elles se retrouvent simplement dans l'engrenage du système judiciaire avec des contraintes beaucoup plus fortes que ce qu'elle aurait pu obtenir ou faire si elle avait engagé en fait une procédure de conciliation, ou si tout simplement elle avait un petit peu réfléchi à des mesures telles que, notamment on l'évoquait, la réévaluation du bilan. Cette réévaluation libre, elle a effectivement un impact quand même intéressant, notamment vis-à-vis des banques. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'une entreprise en difficulté, dès lors que ses fonds propres sont complètement dégradés, la banque ne va plus le soutenir. Et on l'a même vu lorsqu'il y a eu des demandes de PGE qui ont été faites. Quand vous retrouvez à avoir des fonds propres dégradés, la première action des banques, c'était justement de ne pas accorder ce PGE. Donc l'idée en fait de cette loi de finances, on l'a vu, que ce soit s'agissant des opérations de sale and leaseback, que ce soit des opérations de réévaluation libre, que ce soit dans des aspects beaucoup plus techniques, tels notamment que le remboursement du crédit RIBAC ou alors les transferts de créances décotées, on a quand même une batterie de mesures dont les entreprises en difficulté devraient pouvoir tirer parti durant cette année 2021. Merci à vous.